Faut-il saisir le rebond qui a bien commencé sur Alstom? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours d'Alstom. Donc Alstom, le plus haut en décembre 2020 à 45 euros. Un énorme crash en décembre 2023 jusqu'à 10 euros, donc division par 4. Il y avait beaucoup de problèmes de free cash flow, notamment sur Alstom. On va voir si ça s'est arrangé. On a doublé depuis le point bas ici. Est-ce qu'on a encore du potentiel? Regardons ça. D'abord, on va sur la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a la publication trimestrielle? Oui, ça c'est bien. Hop, on se met en glissement annuel. Bon, il manque un trimestre, ça c'est bizarre. Bon, alors, on est sur bon, une boîte qui fait, ouais, il fait quand même pas mal de croissance en réalité. Je m'attendais à moins que ça. En médiane, on est sur 7,3%, c'est pas mal. Et 9,4 sur la dernière publication disponible. Donc, on fait de la croissance toujours. Alors, surtout la croissance externe, on va pas se mentir. Ici, on a eu une forte croissance grâce à une acquisition assez structurante, j'ai l'impression, hein, parce qu'on est passé de 2 milliards d'acquisitions à 4 milliards, donc on a fait 2 milliards d'acquisitions ici. Ensuite, bon, je pense qu'on a quand même fait de la croissance organique, hein, sur la boîte là, donc ça a l'air de réaccélérer un petit peu. Si on se met en rythme, sur les années complètes, on est sur, alors c'est pas la même tension. Donc là et en glissement annuel, je pense qu'on est en train de réaccélérer depuis quelques semestres. Ça a l'air pas si mal que ça, hein, sur Alstom. Il y a toujours un peu de croissance. Regardons les taux de marge. Alors là, bon, ici, ça doit être de l'exceptionnel, hein. Bon, on a dû faire une session et ça a dû gonfler le résultat net. Mais en dehors de ça, on est sur les taux de marge qui sont pas très très bons, hein. C'est quand même, on fait de la croissance, mais les marges baissent. Donc, c'est pas ce qu'on veut voir. Ça veut dire qu'on perd des parts de marché, ça. C'est pas terrible. Bon, ça s'est produit de 2021 jusqu'à 2022. Depuis, ça s'améliore un petit peu, hein. Si on zoome sur 3 ans, on est à nouveau sur une hausse. Mais en fait, on a fait des pertes, hein, quand même sur Alstom. Ça fait que c'est que en mars 2025 qu'on a réussi à repasser le seuil de rentabilité. Donc là, pas exceptionnel, hein. Bon après, est-ce que d'un point de vue free cash flow, ça se passe mieux? Ouais, sauf que non, ça dépend en fait, c'est pareil, les free cash flow sont plutôt instables. Donc bon, Alstom pour moi, on est toujours sur un dossier qui est quand même un peu compliqué d'un point de vue gestion et d'un point de vue positionnement concurrentiel. On voit que l'entreprise n'arrive pas à monter ses prix et n'arrive pas à faire baisser ses coûts très vite, donc on se retrouve sur un dossier plutôt, pas très qualitatif, hein. On regarde la conversion des free cash flow, les bénéfices en free cash flow, enfin, ça fait peur, hein. On est sur, 2 000 de pertes en cumulé sur 10 ans et 12 milliards de free cash flow, perdus en 10 ans. Donc, là, il y a pas grand-chose qui va, en fait, hein, sur Alstom. Est-ce que ça s'améliore si on zoome sur 3 ans? Pas terrible. Sur 1 an, on a un léger retour des free cash flow, mais toujours une perte en cumulé. Bon, hem, voilà, pas incroyable non plus. En fait, on perd de l'argent, hein, sur Alstom en réalité. Maintenant, le carnet de commandes se remplit. On peut toujours avoir l'espoir que ça s'améliore par la suite, qu'ils arrivent à exécuter les contrats en étant profitables. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Alors, qu'est-ce qui impacte, la boîte? Est-ce qu'elle a BFR négatif? Pourtant, elle a BFR négatif. Donc en fait, c'est typique des ingénieristes. Ils reçoivent des acomptes de commandes et ensuite, ils exécutent la commande avec l'argent qui leur a été donné et puis ils réalisent du chiffre d'affaires en fonction de l'avancement des projets. Bon, BFR négatif ici, ça veut dire normalement qu'on a des intérêts de placement et qu'on gagne de l'argent. Bah, alors ça, c'est sur 3 ans. Sur 10 ans, avec les placements, alors ils ont gagné que 428 millions. C'est quand même pas terrible, hein. Bon. Est-ce que le BFR, la variation, elle va dans le bon sens? Bah, soi-disant, oui, quand même, on a fait, 31 milliards de variations, favorables du BFR, donc ça devrait aider les cash flows opérationnels. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus bas dans le tableau de flux de trésorerie, il se passe que, les CAPEX, ils sont gros, quoi, 5 milliards de CAPEX, donc bah, ça impacte les free cash flow. Est-ce qu'on a du other dans le cash item? On en a moins 10 milliards, donc ça impacte les free cash flow en négatif, hein. Donc là, il faut aller voir dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit, mais donc la réponse est là, hein, sur Alstom, il y a pas de free cash flow. Il y a pas de bénéfice net, il y a pas de free cash flow. Donc compliqué. Donc pour valoriser l'entreprise, bah, en fait, je sais pas comment on peut faire. On pourra utiliser la VO sur EBITDA peut-être, mais bon. Alors, on va regarder d'abord la rentabilité opérationnelle. On a vraiment des capitaux investis qui est médiocre, 3. Ça permet pas de s'autofinancer, hein. Alors heureusement qu'on a BFR négatif,
comme ça on a du cash pour exécuter les commandes, mais la rentabilité est quand même très, très médiocre, hein. Ensuite, l'endettement, voilà, il y a de la dette alors qu'on a BFR négatif, ça c'est pas terrible, hein. Ensuite, bon, la dette, elle a pu monter à cause de l'acquisition. Donc ici, c'est ça, hein, donc ça a fait monter la dette, mais depuis, elle continue, alors elle baisse un petit peu la dette quand même, on va pas être mauvaise langue. Là, il rembourse un peu la dette. Bon, on a 1,3 fois l'EBITDA, donc c'est pas non plus très lourd, hein. Mais, il y a de la dette parce qu'en fait, on n'est pas très rentable, hein, c'est le problème. Donc, et on n'est pas très rentable, à mon avis, parce qu'il y a un mauvais positionnement concurrentiel. Donc, pas terrible. Alors ici, il note qu'il y a des free cash flow sur les 2 derniers mois. On va y regarder, on va pas utiliser quand même le free cash flow pour la valorisation, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que oui, il y en a sur les 12 derniers mois, mais en fait, c'est en yo-yo, quoi. On est jamais, régulièrement à free cash flow positif, quoi, et on a des trous assez importants là, moins 2 milliards ici, moins 842 millions. Du coup, ça, c'est pas terrible, hein. Pour le long terme, c'est pas terrible. On regarde s'il y a une rémunération d'actionnaire. Rémunération d'actionnaire, il y a, mais bon, là, les free cash flow sont positifs, donc ça, on peut le verser sans trop de problème. Ça nous fait un dividende de 3 à peu près. Ça, c'est pas mal. Alors, on va mettre, le shareholder yield, hop, c'est ce qu'on veut mettre, c'est share outstanding. Donc là, en fait, en plus, on a la dilution, augmentation de capital ici. Je pense que c'est une augmentation de capital, hein, vu la somme. On a dû faire, parce qu'on est passé de 380 millions à 460 milliards, hein, pardon, 460 millions d'actions, pardon. Donc là, ça, c'est la dilution pour se financer. Et donc, rendement d'actionnaire négatif, évidemment, hein, vous êtes dilué, donc pas terrible. Est-ce que si on normalise le free cash flow sur, on va dire, 5 ans, est-ce qu'on a un espoir que le dividende soit payable? Mais non, en fait, c'est en médiane sur 5 ans, le free cash flow, ils sont négatifs. Donc on peut pas verser de dividende à ce niveau-là. Ce dividende, il est versé complètement à crédit. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, il n'est pas versé à crédit, mais il est versé avec des augmentations de capital. Donc ça revient au même. Enfin, c'est neutralisé, quoi. On vous verse le dividende, mais on vous dilue, donc en fait, finalement, vous avez fait du surclass. On regarde la valorisation. Donc on peut utiliser le price to free cash flow, mais il ne veut pas dire grand-chose puisque les free cash flow, ils sont très irréguliers. Donc voilà, on a 19,2 contre une médiane de 68, mais c'est normal parce qu'il y a des périodes où on n'a pas de free cash flow. Ici, en fait, toute cette période-là, on n'a pas de free cash flow, donc du coup, hop, le price to free cash flow, il est complètement, il veut rien dire. Donc on peut se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Mais là, on peut se dire décote, ouais. On peut se dire décote, mais compliqué quand même, hein. On est sur 40 de décote, mais conclusion du dossier Alstom, c'est pas pour du long terme, quoi. C'est peut-être que si vous êtes trader, hein, mais parce que je ne suis pas, est-ce que je pense qu'il vaut mieux éviter ce genre d'activité, mais peut-être pour faire du trading, ça peut être sympa, mais autrement, pour du long terme, c'est à mon avis une très mauvaise idée d'aller sur Alstom. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.